Ils ont donc lancé des concepts, le concept de famine, le concept d'apartheid qu'on connaissait déjà, et surtout ensuite le concept de génocide. Donc maintenant, on vous lance un génocide, pas besoin de le montrer, pas besoin de l'illustrer, c'est juste un concept qui rentre dans la tête des gens. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Philippe Karsenty. Philippe Karsenty, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore que vous avez été élu au conseil municipal de Neuilly et que vous êtes avant tout pour beaucoup, on va dire pour la communauté juive en France, pour beaucoup d'Israéliens francophones. Vous avez été le responsable en fait de la campagne visant à légitimer l'assassinat, la mort de Mohamed Adoura dans les médias internationaux. Bien entendu, on se souvient de votre action durant la seconde intifada à ce sujet et nous vous avons sollicité parce que finalement, c'était il y a 25 ans l'affaire Adoura et le magazine Causeur consacre un dossier extrêmement complet, plus de 20 pages à ce sujet, à cette affaire Adoura avec un titre qui a tué la vérité 25 ans après l'affaire Mohamed Adoura. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne un peu sur, non pas sur l'affaire, peut-être sur les détails de l'affaire, mais plutôt sur l'impact que cette affaire a eu, à votre avis, sur l'ensemble du conflit israélo-palestinien. Et aujourd'hui, après le 7 octobre, est-ce que, de quelle mesure, de quel moyen, dans quelle manière, eh bien, cette affaire a eu un impact également sur ce qui s'est passé le 7 octobre? Alors, pour être précis, donc moi j'ai fait partie de la campagne qui a été lancée pour faire comprendre que ce reportage était une pure et simple mise en scène. Effectivement. Diffusée par France 2 le 30 septembre 2000. Ça, c'est le premier point. Alors, l'impact que cette image a eu dans le monde en Israël et dans le monde arabe est considérable, puisque dès le lancement de la diffusion de ce documentaire, de ce reportage aux 20h de France 2, l'intifada s'est embrasée, le monde musulman s'est embrasé, il y a eu des attaques contre les juifs dans le monde entier, et il y a eu une campagne médiatisée par tous les groupes djihadistes pour inciter à la haine contre Israël, contre les juifs et contre le monde occidental. Ben Laden l'a utilisé dans la préparation des attentats du 11 septembre, Daniel Pearl a été égorgé pour venger le petit Mohamed, comme il disait, et tous les pays arabes et musulmans ont eu des timbres, des rues, des écoles, des monuments à l'effigie de l'enfant. Donc ça a un impact considérable. C'est devenu l'image la plus forte dans le monde arabe pour décrédibiliser, délégitimer l'État d'Israël. Alors dans ce dossier de Causeur, vous expliquez pourquoi cette affaire Adoura, eh bien c'est le plus grand faux antisémite de notre génération. Pourquoi et comment cette affaire a réussi à prendre, on va dire, dans les médias internationaux. Alors, dans le magazine Causeur, il y a un article de Pierre-André Dreguieff qui explique parfaitement c'est la résurrection de l'accusation de crime rituel contre les juifs. C'est donc les enfants. On prend un enfant non juif et on le tue. À l'époque, c'était la notion d'un enfant chrétien que les juifs tuaient. Maintenant, c'est un enfant musulman qu'on tue sans raison pour le plaisir de tuer. Donc ça, c'est vraiment l'accusation antisémite classique qui date de plusieurs siècles. Et donc, là où je voudrais revenir, c'est sur le point précédent, c'est qu'en fait, il faut savoir que le 7 octobre, vous parliez du 7 octobre juste avant, lors du 7 octobre, tous les comptes djihadistes se sont servis de l'image de Mohamed Adoura pour expliquer, pour dire, regardez, ça ne vient pas de rien. Donc en fait, si les Palestiniens ont réagi, c'est parce que il y a eu ça avant. Maintenant, en ce qui concerne l'accusation de crime rituel contre les Juifs, elle est toujours d'actualité dans le monde musulman. Aux États-Unis, grâce à une bonne campagne de communication, on a réussi à ouvrir les yeux des gens. Mais en France, il faut savoir que France Télévisions continue à nier le fait que ce reportage est une pure et simple mise en scène. Et donc, l'objectif de cette publication, c'est non seulement de rappeler les 25 ans, mais c'est aussi de rentrer dans le débat politique français, puisqu'il y a une commission d'enquête parlementaire actuellement qui concerne la neutralité de l'audiovisuel public au Parlement français, comme on a aux États-Unis des audiences au Congrès. Alors. Et donc, je vais être bientôt donc auditionné lors de cette commission d'enquête pour expliquer pourquoi France Télévisions a diffusé et a fait un faux reportage.
Alors effectivement, c'est ça le point, on va dire, le point central de cette affaire, c'est l'attitude de France 2 et c'est très bien expliqué également dans cet article qui a été rédigé par Gilles William Gonadel, qui a été votre avocat pendant le procès qui vous a été intenté. 9 années de procès pour parvenir à une conclusion qui vous mettait en cause d'une certaine manière, mais qui, d'une certaine manière, ne donnait pas véritablement une réponse claire face à la campagne qui a été menée à cette époque. Alors, dans Causeur, il y a un article de Gilles William Gonadel et de Aude Weyrenal. Aucun des deux n'a été mon avocat. On leur a simplement transmis les jugements et les arrêts afin qu'ils puissent faire une analyse juridique. Et cette analyse est très claire, c'est-à-dire que quand j'ai gagné mon procès en 2008, les magistrats ont publié un arrêt totalement accablant pour France Télévisions. 5 ans plus tard, l'arrêt a été cassé à la Cour de cassation en disant tout simplement « Vous n'aviez pas le droit de réclamer les images à France Télévisions. Les juges n'avaient pas le droit de réclamer les images à France Télévisions. » Donc en fait, on n'avait pas le droit de regarder les images pour déterminer si c'était un faux reportage. Car je rappelle, le procès en diffamation était concernant l'article que j'avais publié et non concernant le reportage. Et ensuite, en 2013, quand il y a eu le second procès en appel, là, les magistrats, alors qu'il y a eu une démonstration qui a été considérée très convaincante par tous ceux qui ont participé à l'audience, et même tous les médias de droite et de gauche en France avaient conclu au fait que je ne pouvais être que relaxé, j'ai été condamné sur un argument assez fallacieux, mais qui correspond, selon eux, au droit français, c'est de dire qu'au moment où j'ai publié mon article, je ne disposais pas des éléments dont je dispose maintenant. Ça veut dire qu'en gros, peut-être que vous aviez raison sur le fait que c'est une mise en scène, mais en fait, vous avez inventé, vous avez été un voyant, puisque vous avez eu les preuves après avoir publié votre article, ce qui est rigoureusement faux, puisque je les avais déjà avant, mais en fait, c'était un moyen de me condamner. Il faut savoir que les procès ont duré 9 ans. Oui. 9 ans, c'est long, et que moi, j'ai mis toute ma carrière en suspens pendant 9 ans, qu'au bout de 9 ans, j'en ai eu assez, et surtout, j'ai compris que la justice française ne me donnerait jamais raison. D'autant plus que quand j'ai gagné en appel la première fois, la magistrate a été interrogée dans un cadre non professionnel et a dit « J'ai subi énormément de pression pour juger contre Philippe Carpentier. On m'a menacé de briser ma carrière, mais je leur ai dit que je partais à la retraite dans 3 mois, donc je me fichais de leurs menaces. » Ok, effectivement, c'est un point important. Je voudrais revenir sur le parallèle entre cette seconde intifada et ce que nous avons vécu au cours des 2 dernières années. Est-ce que vous retrouvez, on va dire, dans la manière dont on a accusé au cours de cette guerre du 7 octobre l'État d'Israël de génocide, de famine contre la population, les mêmes éléments, y compris auprès de la part des médias internationaux qui ont fait monter, on va dire, l'affaire Adoura telle qu'elle a été présentée pendant la seconde intifada? Alors oui, c'est très intéressant, mais il faut comprendre la mutation qui a eu lieu en 25 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, n'oubliez pas, quand le reportage Adoura a été diffusé, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de réseaux sociaux qui auraient été nécessaires et utiles pour révéler tout de suite la mise en scène qui n'aurait duré que quelques heures. Tout le monde aurait vu que, par exemple, l'enfant n'avait pas de sang, le père n'avait pas de sang, que l'enfant, une fois mort, lève le coude et regarde la caméra. Donc ça n'était plus possible. Ce qu'on a vu aussi après la guerre du 7 octobre, c'est que chaque fois qu'il y avait des accusations visuelles, c'est-à-dire qu'on voyait des images, on dit regardez, c'est la famine. En fait, on s'apercevait que l'enfant n'était absolument pas en famine, mais qu'il avait une maladie génétique. Donc, toutes ces images étaient fausses. Et en fait, c'est là où on a vu apparaître autre chose que des images fabriquées, puisqu'ils se sont rendus compte que les images fabriquées, ils ne pouvaient plus mentir. Ils ont donc lancé des concepts. Le concept de famine, le concept d'apartheid qu'on connaissait déjà, et surtout ensuite le concept de génocide. Donc maintenant, on vous lance un génocide, pas besoin de le montrer, pas besoin de l'illustrer, c'est juste un concept qui rentre dans la tête des gens. Et c'est ça qui est extrêmement grave et qu'on a vu lors de la guerre qui a suivi le 7 octobre. Et la conclusion que vous en tirez, c'est que est-ce que finalement ce n'est pas une conclusion plutôt frustrante, c'est-à-dire que lorsque le mal est fait, on va dire, sur le plan médiatique, il est impossible de ramer à contre-courant, c'est-à-dire on peut essayer, comme vous l'avez fait, à s'acharner, à essayer de ramer contre le courant, mais finalement au bout du compte, on n'y arrive pas vraiment. Alors, ça prend du temps, mais ce qu'il y a surtout, je crois que toute cette période est une leçon pour les communicants en Israël. Je parle des communicants de l'armée pour bien comprendre que d'abord, il ne faut
jamais reconnaître un crime si on n'est pas certain de l'avoir commis. Et ensuite, il faut analyser et ne pas avoir peur de contrecarrer et d'aller contre le narratif, le récit qui est proposé par les médias, qu'il faut, par exemple, la notion de il faut rappeler, pardon Philippe, il faut rappeler que l'une des problématiques de cette affaire, c'est que le porte-parole de l'armée israélienne a peut-être trop rapidement reconnu que l'armée israélienne avait été responsable de ces tirs. Absolument. Mais tout simplement parce qu'à l'époque, ils ne s'étaient pas rendu compte de l'impact historique et planétaire de cette image. Et donc, ils se sont dit, on reconnaît et on passe à autre chose. Et c'est vraiment l'erreur. Et là, maintenant, par exemple, moi j'en veux beaucoup, par exemple, à la diplomatie israélienne de ne pas avoir lutté dès le départ contre les accusations de génocide, par exemple. Il faut comprendre une chose, qu'en France, on a un système qui s'appelle l'ARCOM, qui supervise les médias audiovisuels. Si dans une chaîne de télévision, vous dites quelque chose qui est faux, les gens font des signalements ARCOM et la chaîne est sanctionnée. Par exemple, si vous dites, selon seulement l'idéologie française, si vous critiquez la notion de réchauffement climatique liée à l'homme, dans ces cas-là, vous êtes attaqué et la chaîne peut même recevoir une amende. Là, ils ont par exemple donné des amendes sur le réchauffement climatique, mais les chaînes qui ont répété en boucle ou laissé répéter en boucle des députés LFistes qu'il y avait un génocide n'ont jamais été sanctionnés. Et c'est là où je pense qu'il y a une erreur. Je pense que la diplomatie israélienne doit passer à l'offensive. Je n'ai pas dit être agressif, mais passer à l'offensive et mettre l'accusation sur ceux qui mentent et non être à chaque fois en défense par rapport à la diffusion des informations. Eh bien ça, on peut effectivement le comprendre. Merci beaucoup Philippe Karsenty d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions autour donc de ces 25 ans de l'affaire Al-Doura, mais et une précision peut-être pour nos auditeurs qui voudraient se procurer ce dossier du magazine Causeur. Comment on peut le retrouver? Est-ce qu'on peut le trouver en France ou est-ce que sur Internet on peut trouver l'intégralité de ce magazine? Alors, il est en kiosque. Il faut savoir que le magazine que vous allez peut-être voir est en kiosque là jusqu'à la fin du mois de février, même début du mois de mars. Que Causeur a acheté des dos de kiosque dans Paris pour en faire la publicité. Donc, il faut savoir que cette accusation de mensongère contre France 2 était partout. On a bien vu que France Télévisions n'a pas répondu. Mais il y a aussi une chose importante à comprendre à l'époque, c'est que par exemple, quand j'ai gagné mon procès, il y a eu une pétition qui a été signée par des centaines de journalistes et d'intellectuels, de gens que l'on n'attendait pas ou d'autres qu'on attendait, des gens comme Pascal Boniface, des gens comme Jack Lang, des gens comme Hubert Védrine, des gens comme Jean-Yves Camus par exemple. Jean-Yves Camus, celui qui se prétend lutter contre l'extrême droite et qui a soutenu la pire accusation antisémite la pire accusation antisémite contre Israël. Vous avez tout un tas de gens, tous les Claude Askolovitch, tous ces gens-là ont signé cette pétition. Il y a des gens du Figaro, du Monde, de Libération, partout. Tous les médias français étaient représentés dans cette pétition, qui était vraiment l'accusation la pire contre Israël. Merci encore Philippe Karsenty d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation Philippe, à bientôt. Merci.